Sans elle, difficile, voire impossible de comprendre les conflits qui agitent notre planète, de l'Ukraine à Taïwan en passant par Gaza, le Liban et Israël. La géographie et les cartes sont de véritables trésors. Émilie Aubry ne va pas nous démentir. Bonsoir, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes rédactrice en chef de l'émission Le Dessous des cartes que vous présentez sur Arte et que l'on peut voir aussi sur TV5 Monde et sur notre plateforme TV5 Monde Plus. Et vous avez coécrit avec le géographe Franck Tétart un atlas géopolitique des mers et des océans qui a pour titre Le Dessous des cartes, la puissance et la mer. C'est aux éditions Talendier et Arte Éditions. Avec nous également Delphine Papin. Vous ne nous démentirez pas non plus dans mon introduction. Vous êtes journaliste, géographe, responsable du service infographie et cartographie du journal français Le Monde, qui sort un hors-série, 40 cartes pour comprendre le conflit Israël-Palestine. Je précise aussi que vous êtes l'une des commissaires de l'exposition Israël-Palestine, le territoire au cœur du conflit. C'est au prix Bayeux-Calvados-Normandie en France, prix des correspondants de guerre. Et c'est avec une autre commissaire que vous connaissez bien, Francesca Fattori, qui est votre adjointe au Monde. Delphine Papin, on associe souvent les cartes à la géographie seule. Elle raconte aussi l'histoire avec un grand H, on peut le dire, et les conflits en cours. Oui, la cartographie, souvent dans les conflits, mais dans ce conflit israélo-palestinien, est essentielle pour comprendre le déroulé de ce qui s'y passe, le déroulé historique de ce qui s'y est passé, et nous permet aussi parfois de désacraliser les tensions dans un débat, parce qu'on repose les choses sur une carte. Ça concrétise. Voilà, ça nous permet de discuter, de dialoguer, ce qui n'est pas toujours évident lorsqu'on n'a pas cet outil, cet appareil cartographique dans les mains. Et c'est vrai qu'on a parfois tendance à oublier ces cartes qui nous aident tellement, décrypter les relations internationales, Émilie Aubry, au moyen de ces cartes et de la géographie. C'est ce que fait le Dessous des cartes depuis 1990, 34 ans, il n'y avait pas eu les accords d'Oslo entre Israéliens et Palestiniens, il n'y avait pas eu la deuxième guerre du Golfe. Pourquoi est-ce primordial, selon vous, pour comprendre les enjeux du monde qui nous entoure ? Eh bien, je pense qu'en fait, cette émission qui a été en effet créée à la fin du XXe siècle et que j'ai repris en 2017 et qui maintenant se décline sur plein de formats pour le numérique, en quotidien, en hebdomadaire, c'est une émission qui n'a peut-être jamais été autant utile. C'est en tout cas ce que nous disent les lycéens qui font maintenant la spécialité géopolitique au baccalauréat, parce qu'en fait, dans un moment de très grande confusion informationnelle, saturé d'images, saturé de fake news, saturé de polémiques, de débats d'opinion, en revenir à la carte, ça a toujours quelque chose de rassurant. Parce que, tu l'as dit Delphine, on en revient aux faits, aux chiffres, à des datas brutes. D'une certaine manière, la carte ne ment pas, dès lors, bien sûr, qu'on se réfère aux cartes du droit international. Alors, comment avez-vous conçu ces cartes ? On a vu deux hommes à l'image, un Israélien, un Palestinien. C'était une manière d'y venir juste après. On les voit, vous allez nous raconter qui sont ces deux hommes. Une question donc sur peut-être les chapitres. Qu'est-ce que vous avez voulu décliner dans ce livre ? Il y a d'abord la partie actualité. L'attaque du Hamas sur le sol israélien en carte, les bombardements israéliens sur Gaza en carte, c'est d'abord éminemment du factuel, ce qu'on appelle les faits. Oui, c'est ça. Alors, on est remonté sur les faits. Cette première carte que vous avez à l'écran, là, elle raconte l'attaque du 7 octobre, l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. Et on n'a pas pu la cartographier dès le premier jour, d'ailleurs, parce que c'était très confus. Donc, on avait une information qui arrivait heure par heure. Et il nous a fallu 3-4 jours pour pouvoir montrer, par exemple, la pénétration du Hamas sur le territoire israélien. On ne s'était pas rendu compte des distances dans un premier temps. Donc ça, c'est effectivement, on a une information qui remonte et on cartographie au fur et à mesure les éléments. Et quand on pense que la carte, elle est prête, on peut la diffuser au lecteur. Et sur les zones des bombardements, on imagine que vous avez... Alors sur les zones des bombardements, c'est un autre travail. C'est un travail qu'on a fait à partir d'images satellites parce que le Gaza n'est pas accessible aux journalistes aujourd'hui. Donc les yeux qu'on a pu avoir grâce à la lecture des satellites, eh bien ça a été très important dans ce conflit-là, puisque c'est la seule manière d'atteindre la bande de Gaza, en fait. Et de mesurer aussi les destructions. Et de mesurer les destructions. À ce territoire. Alors, ces deux hommes, on y vient. Ehud Olmert, ancien maire de Jérusalem, ancien Premier ministre israélien,
et Nasser El-Kidwa, ancien ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne. Ça, c'était hier et, n'ayons pas peur du mot, ça a cartonné sur les réseaux sociaux. Racontez-nous, de quoi s'agit-il ? En fait, comme Delphine, chaque soir, depuis maintenant plusieurs semaines, d'une certaine manière, on doit feuilletonner cette actualité tragique du Proche-Orient. Tous les soirs, trouver un angle dans notre version quotidienne du Dessous des cartes à 20h50, trouver une manière de cartographier cette actualité-là, et c'est pas toujours facile. Et surtout, on éprouvait tous, avec mon équipe, cette espèce de saturation à raconter, en effet, des bombardements, des morts, des champs de ruines, etc. Et puis, il y a eu cette tribune de cet ancien Premier ministre israélien et de cet ancien ministre des Affaires étrangères. Notamment dans le journal Le Monde, d'ailleurs. Exactement, c'était ma source en l'occurrence, mais dans d'autres journaux de la planète. Et cet ancien ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne qui, dans le monde entier, disent, eh bien, nous, on a un plan. En fait, nous, on pense l'après. Dans une période où on a le sentiment notamment que le Premier ministre israélien ne propose pas d'horizon, même si l'on comprend bien que cette guerre est une guerre existentielle pour la survie d'Israël. Mais avant de parler de paix, pardonnez-moi de vous couper, Émilie Aubry, il y a un préambule, c'est bien entendu la libération des otages israéliens et l'arrêt des bombardements. Bien sûr, c'est en effet ce qui est indiqué c'est ce que vous racontez dans la vidéo. Ce qui est indiqué en effet au début de ce plan. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont ces deux dirigeants, un Israélien, un Palestinien, rentrent vraiment dans le détail de choses qui paraissent aujourd'hui insurmontables. La question des colonies en Cisjordanie, par exemple. Une sorte de deal serait imaginé pour que Israël garde une partie de ses colonies, 4,4%. 4,4% qui devrait être aussi cédé à l'inverse, c'est-à-dire qu'il serait cédé aux Palestiniens, de quoi établir un corridor entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Donc on rentre vraiment dans des choses très concrètes. C'est un plan qui imagine évidemment le départ des troupes israéliennes, mais la mise en place d'une force arabe avec un certain nombre de pays arabes de la région, également l'instauration d'une force internationale sur toute la rivière du Jourdain. Et en fait, ça projette cartographiquement dans un espace de paix dont on se dit du coup qu'il continue d'être possible. Et ça aussi, c'est quelque chose de très apaisant. Pour montrer les colonies en Cisjordanie, forcément, les cartes sont imparables. Il y a un géographe qui disait un jour, qui disait l'archipel des ramaliotes. Je ne sais pas si c'est bien, c'était l'expression. On voit comment c'est morcelé. On parle aussi parfois de peau de léopard. Peau de léopard, exactement. Et on a, nous, lorsqu'on a cartographié la Cisjordanie ces dernières semaines et mois, on s'est aperçu que le morcellement, en plus du morcellement qui est issu d'Oslo et des accords d'Oslo, pardon, de 1993, je vais peut-être un peu vite, et bien ce morcellement est encore plus, on va dire, avancé avec la construction du mur qui était censé prolonger la ligne de cessez-le-feu, la ligne verte de cessez-le-feu. Mais aujourd'hui, l'avancée de l'armée dans les villages et les villes palestiniennes et aussi des colons fait que ce morcellement, il a même plus de réalité concrète sur une carte. Nous, on a eu du mal, on est descendu à des échelles extrêmement fines pour pouvoir raconter ce morcellement et cette cartographie qui n'a plus rien à voir avec. Je veux dire, quand on par exemple, c'est comme si on faisait la géographie d'une ville peut-être avec tel endroit, le théâtre. Fallait vraiment affiner quoi. L'exposition. Vous avez deux autres actualités, on va en parler. Donc vous concernant Émilie Aubry, c'est le dessous des cartes, la puissance et la mer. C'est très intéressant aussi. C'est d'ailleurs lié à ce conflit. On va le voir avec les Houthis. Mais cette exposition, en général, les correspondants de guerre, jusqu'à preuve du contraire, ils ont leur caméra, ce qui n'empêche pas qu'avant d'aller en terrain de reportage, on regarde des cartes. Mais pourquoi cette exposition s'invite-t-elle à ce prestigieux prix des correspondants de guerre de Bayeux ? Alors, c'était une demande de la part d'Aurélie Viel de Bayeux, qui nous avait invités l'année précédente pour raconter comment nous, journalistes au Monde, on pouvait raconter le Donbass sans vraiment pouvoir y accéder. Cette région de l'Est de l'Ukraine. Exactement. Et donc, s'est posé la même question sur Gaza. Et donc, on a eu un rôle vraiment de journaliste en termes d'enquête journalistique pour raconter ces territoires auxquels les journalistes n'ont plus accès aujourd'hui. Donc, on a d'ailleurs redécouvert les cartes avec ce qui se passe dans le Donbass. C'est village par village. On parle du fleuve aussi, les océans, les mers reviennent. On a redécouvert les cartes à travers le conflit russo-ukrainien. Oui, alors ça, c'est vieux comme l'histoire de la télévision. La carte revient toujours à la une de l'actualité quand il y a des conflits. Absolument, on voit toujours revenir souvent des généraux devant des cartes. Aujourd'hui, ce sont des cartes plus sophistiquées. Mais oui, en effet, c'est toujours très intéressant de s'apercevoir qu'il y a un front maritime pour les deux conflits que nous avons particulièrement
à suivre, la guerre Russie-Ukraine et la guerre aujourd'hui Israël-Hamas et Israël-Hezbollah. La mer Noire, c'est une obsession chez Vladimir Poutine. Une obsession parce que lui veut l'ouverture vers les mers chaudes. Il a le sentiment que l'ex-URSS est aujourd'hui un pays enclavé, ayant perdu une partie conséquente de sa façade maritime avec la fin de l'URSS. Et non pas exactement. Et la mer Noire aujourd'hui est un enjeu absolument stratégique. C'est d'ailleurs un terrain militaire sur lequel les Ukrainiens résistent mieux et se défendent mieux que sur certains fronts terrestres. Et puis vous l'avez dit, en ce qui concerne les conflits du Proche-Orient, la mer Rouge est un espace absolument stratégique, par ailleurs totalement fascinant. Alors, en effet, il y a cette question des Houthis du Yémen. Les Houthis, aujourd'hui, qui possèdent une partie du territoire yéménite, et notamment des ports, et notamment le port d'Odéïda, ce qui leur permet de lancer des attaques contre un certain nombre de navires et de perturber à 30% ces flux commerciaux-là. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est 90% du transport commercial qui se fait en mer. Il faut mesurer la paralysie que connaît aujourd'hui le commerce mondial du fait de ces attaques du Houthi, puisque ça déroute une partie des cargos qui ne passent plus par le canal de Suez, mais qui doivent de nouveau, comme autrefois, longer toute la côte africaine. Ça rajoute des délais, ça rajoute des coûts. C'est évidemment conséquent. Et c'est vrai que cet espace mer Rouge, il est fascinant à regarder parce qu'il met en contact et en lien trois continents, parce que c'est aussi Djibouti et toutes ces bases militaires du monde entier qui s'y retrouvent, notamment une base chinoise. Et puis c'est tous les enjeux. C'est le détroit du Bab el-Mandeb qui connaît aujourd'hui des enjeux de piraterie également très importants. Donc oui, il faut revenir aujourd'hui à la carte. C'est une manière, j'ai envie de dire, peut-être de presque dépassionner tous les débats géopolitiques. Et vous allez toutes les deux évidemment sur le terrain, vous le racontez dans cet atlas, vous êtes allés notamment à Taïwan, on ne va pas raconter tout l'atlas, mais il faut absolument lire aussi, c'est intéressant comment la Chine petit à petit avance ses pions aussi dans cette région du monde. Les États-Unis sont aussi présents à leur manière. Juste quand même une question sur aussi 20 000 lieues sous les mers, les câbles, parce que là c'est pas de la géopolitique, quoique en fait c'est stratégique. En fait, si, c'est totalement de la géopolitique. En fait, il y a trois raisons qui font que les hommes historiquement ont voulu maîtriser les mers. C'est les ressources, c'est le commerce et des postes stratégiques. Mais aujourd'hui, il y a un quatrième enjeu qui est l'enjeu technologique. Ce sont ces câbles sous-marins. Vous savez, quand vous faites le test autour de vous, vous dites à quelqu'un « Mais comment ça marche ton téléphone portable, ton ordinateur, le fait que tu passes ta vie sur les réseaux sociaux ?» On va vous dire « Ça passe par les satellites. » Et en fait, à 98%, ça passe par cette espèce de toile d'araignée sous-marine des câbles sous-marins. Il y en a presque 550 aujourd'hui. Évidemment, c'est un chiffre qui est exponentiel. Sans ces câbles-là, pas de monde de l'hyperconnectivité. Ce sont du coup évidemment aussi des cibles stratégiques. Il y a eu des attaques, notamment en mer Baltique. Suivez mon regard qui nous emmenait évidemment à regarder vers la Russie de Vladimir Poutine. Ces câbles aujourd'hui sont des sites stratégiques et ils nous racontent aussi un monde informationnel qui est en train de se couper en deux. Il y a le géant Huawei, le géant chinois, évidemment, leader très important de ce secteur des câbles. Et puis il y a aussi bien sûr tous les géants américains. Aujourd'hui, ça devient très compliqué de concevoir des réseaux de câbles qui sont à la fois pilotés par des opérateurs américains et chinois parce qu'aujourd'hui, il y a cette méfiance. C'est un moment de rupture de monde informationnel, de monde numérique. Et cette rupture-là, elle se joue aussi sous les mers. En tout cas, pas de géopolitique sans les mers, les océans et les fleuves. Il nous reste 1 minute dans cette exposition. Il y a d'ailleurs cette phrase, on commençait par dire que ça racontait l'histoire. Vous citez la phrase notamment de Jules Michelet. Effectivement, toute géographie commence par la mer. Absolument. Et il est historien, il n'est pas géographe, si je ne m'abuse. C'est bien cela. Une question sur cette exposition. Comment ça va se matérialiser? Demain, vous la présentez avec la co-commissaire, votre collègue. Comment ça va se présenter? Oui, alors on a deux salles. Une salle qui revient sur l'histoire et puis une salle à l'étage qui est sur le 7 octobre. Et on a aussi un coin qui raconte comment on fabrique les cartes, comment aujourd'hui on peut penser les cartes à l'heure où les conflits sont de plus en plus, je dirais, excusez-moi technique peut-être ou en fait, ils sont en temps réel, c'est-à-dire qu'on sait à peu près ce qui se passe au moment où ça se passe. Et ça, ça se passe à la fois pour la Crimée, c'est à la fois, clair pour Crimée, Donbass, Ukraine, et à la fois pour le conflit à Gaza. C'est-à-dire qu'on voit, en même temps que les généraux font la guerre, on peut la suivre. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore 4-5 ans. Et qui change d'ailleurs la manière, y compris, de faire la guerre et qui a des impacts aussi pour les populations civiles. Merci beaucoup Delphine Papin. Merci Émilie Aubry, à toutes les deux d'être venues. Les dessous des cartes, la puissance et la mer. Et puis donc, 44 Israël-Palestine et l'Atlas des frontières aussi d'ailleurs. Mur, migration et conflit, je signale cet ouvrage aussi aux éditions des Arènes.